Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la rencontre d'eux. Je suis aujourd'hui à Thouars, dans les Deux-Sèvres, venu discuter avec Léo, journaliste au Courrier de l'Ouest. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir ici. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Léo, j'ai 24 ans et comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, je suis journaliste ici au Courrier de l'Ouest, qui est un titre de presse quotidienne régionale, ici à Thouars dans les Deux-Sèvres. Avant d'être journaliste, par où t'es passé? C'est quoi ton parcours? J'ai pas un parcours de fou comme certains autres journalistes peuvent l'avoir. En fait, après un bac ES, je me suis dirigé vers une fac, tout ce qui est plus normal. Je suis passé par une licence en information et communication à Rennes, la belle fac de Rennes 2. Par la suite, en fait, si tu veux, j'ai voulu faire un an de césure à la fin de ma licence. On était aux alentours de 2020-2021. Et il y avait eu un an et demi de Covid. J'avais passé quelques concours pour des écoles de journalisme, mais un petit peu par-dessus la jambe parce qu'on sortait vraiment d'un an, un an et demi un petit peu compliqué. Et j'ai pas été pris, donc je me suis dit je vais faire une année de césure. Et finalement, en fait, l'année de césure s'est transformée en 3-4 mois de césure. Puisque j'ai trouvé l'opportunité d'entrer dans une école de journalisme en janvier 2022, si je dis pas de bêtises, à l'ESJ Pro à Montpellier. Et donc j'ai fait une école de journalisme en alternance pendant 2 ans à la suite de ma licence à l'ESJ Pro de Montpellier. Et le caractère en alternance de l'école, c'était important pour toi? De base non, en fait. Ouais. Honnêtement non, parce que moi ce que je voyais c'était vraiment que je voulais devenir journaliste. Donc, pour devenir journaliste, tu fais quoi? Tu fais une école de journalisme. Pour l'avoir vécu, je suis assez persuadé que le journalisme, comme plein d'autres métiers en vérité, il y a des trucs qui s'apprennent évidemment sur les bancs de la fac, de l'école. Il y a des imprévus, des impondérables qui s'apprennent vraiment sur le terrain. Parce que parfois, tu tombes sur des trucs qui ne sont pas dans les manuels, qui ne sont pas dans les programmes, et en fait, tu apprends totalement plus en le vivant toi-même, en merdant parfois, plutôt qu'à la fac, quoi, à être sur un aspect purement théorique, quoi. Ça fait quelques mois maintenant que tu es ici à Thouars pour le Courrier de l'Ouest. Oui. Qu'est-ce que tu as fait du coup entre ton diplôme et aujourd'hui? Comme je te l'ai dit, j'ai passé 2 ans d'alternance pour le journal La Montagne en Creuse, où je couvrais tout le département. J'avais envie de me rapprocher de chez moi. Et par ailleurs de me rapprocher du groupe de presse du Ouest France. Et j'ai commencé à chercher à la fin de mon alternance pour pouvoir y rentrer. Ma porte d'entrée, ça a été le Courrier de l'Ouest. Parce qu'au sortir de mon contrat donc, à Guéret-en-Creuse, j'ai pu faire un CDD à Saumur, dans un premier temps, au Courrier de l'Ouest. D'accord. Et à la suite de Saumur, j'ai trouvé ce CDD là, actuellement à Thouars. Et du coup, entre ton diplôme et là, tu as travaillé que pour des titres de presse quotidienne régionale. Ouais, tout à fait. C'est une volonté? Une volonté, oui et non. Non, une volonté, oui, parce que moi, je suis quelqu'un des territoires et que j'aime beaucoup parler des territoires. Je trouve que c'est une bonne manière, en fait, d'être avec les gens, mais avec les vrais gens, avec les vraies préoccupations, parce que, en fait, finalement, on croise des gens qui ont des préoccupations qui sont celles de monsieur et madame tout le monde. Et là, on est vraiment avec les vraies préoccupations du territoire. Donc, je trouve que c'est très formateur de travailler dans les territoires en PQR. En guise d'exemple, j'ai fait un stage à Paris, toujours pour un titre de presse quotidienne régionale, le groupe de presse EBRA, qui lui a plusieurs titres comme Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, Dernières Nouvelles d'Alsace, etc. C'est Ouest France sur la côte Est, ouais, voilà, ça, okay. sur la East Coast. Mais j'étais à Paris parce que je travaillais dans ce qu'on appelle le Bureau des informations générales. Donc en gros, c'est le bureau qui va traiter les informations nationales et internationales. Du fait déjà de baigner dans le bassin parisien, du fait de pas forcément être au contact des gens du territoire, et par ailleurs, ou alors d'être au contact de gens mais qui vivent dans une mégalopole, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations qui sont celles de pas mal d'autres Français des territoires. On n'est pas forcément toujours sur monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà. Et du coup, tu as eu une expérience un petit peu des deux, du coup, avec cette expérience-là. Journaliste en PQR et journaliste en presse nationale, est-ce que c'est le même métier, du coup? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Le journalisme, c'est un grand domaine, hyper vaste. On a pourtant la même carte de presse.
tous, hein, maquettistes, agenciers. Les agenciers, c'est ceux qui travaillent pour l'AFP, pour Reuters, les journalistes locaux comme ici. Voilà, on a tous la même carte de presse, mais on ne fait pas du tout le même métier. Les JRI qui travaillent avec les caméras pour France 3, pour France 2, etc. Voilà, c'est la même base de métier, on va dire le même socle commun, mais c'est pas du tout le même métier. On n'a pas les mêmes devoirs, on n'a pas forcément toujours les mêmes obligations, on n'a pas toujours les mêmes tâches. Même si au final le but est toujours le même, c'est-à-dire d'informer. Et pour revenir plus précisément sur ta question, est-ce qu'en presse nationale et en presse régionale c'est le même métier? Non. Pour la bonne et simple raison, en tout cas de mes expériences, je ne vais pas parler pour les confrères du national, mais que moi ce que j'ai ressenti quand j'ai bossé à Paris, c'est qu'on a très peu l'occasion d'aller sur le terrain. Et si c'est le quotidien d'aller sur le terrain, je veux dire on écrit, on va voir des gens, on va voir des événements, on va voir ce qui se passe à droite, à gauche. La presse nationale c'est tout à fait autrement, déjà dans le sens où le terrain de jeu est beaucoup plus grand, puisque par définition c'est la France voire le monde, et que tu peux pas te permettre pour aller traiter, je sais pas moi, une information sur Washington, de prendre l'avion, d'aller à Washington, de revenir, d'écrire ton papier, de repartir ensuite dans le sud de la France où il y a eu des inondations, enfin voilà. Et de fait, on travaille beaucoup avec des dépêches AFP, des dépêches de l'agence France Presse, ou alors avec des coups de téléphone. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas appuyé avec des vraies personnes. C'est pas le même contact, c'est beaucoup de travail de bureau. Et je trouve que par ailleurs, t'en perds un petit peu la vision des choses. Dans le sens où tu sors pas, tu vois pas certaines choses. Ce qui fait que t'as un petit peu tendance, on va dire, à rentrer dans un moule qui fait que tu vis un peu le truc parfois. Pas tout le temps, hein, encore une fois. Tu déconnectes un petit peu, tu travailles avec ce qu'on te dit sur le terrain, enfin, en tout cas des appels téléphoniques que tu passes, tu vis un petit peu avec ça sur certains sujets, tu vis avec les dépêches AFP qui tombent, ce qui fait que tu vas pas constater par toi-même et que parfois tu en perds un petit peu cet appui-là. Ou alors que tu es un petit peu centré, tu vois, sur un truc précis sans forcément essayer de élargir un petit peu. Ici, on a du temps libre, on va voir ce qui se passe à droite, à gauche, à Toire. Quand on a du temps libre, on sort. Là, au Paris, ça te le permet un petit peu moins. Et quand tu as commencé, toi, à être journaliste, est-ce que tu t'attendais à ce que le métier il soit comme ça ou... Comme ça, comment? Ton premier poste, ça a tout de suite été l'image que tu te faisais du journalisme ou pas du tout? T'es arrivé, tu t'es dit « Ah ouais, je voyais ça comme ça » ou non? Oui et non, parce qu'en fait... moi, je suis passionné d'infos depuis vraiment tout petit. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a fait lire le journal, ensuite de tomber sur des gens qui m'ont fait lire les journaux. Et puis ensuite de tomber sur des gens, des amis, la famille, des proches, qui m'ont poussé à aller vers ça. Ce qui fait que je m'attendais à faire de l'info, quoi. Moi j'ai adoré recevoir de l'information et je voulais en donner. Alors oui, d'un côté, le métier était ce à quoi je m'imaginais, parce que chaque journée est différente, chaque journée tu traites quelque chose de différent, chaque journée tu vois des gens différents, et ça c'est trop cool. Chaque journée, et puis il y a aussi ce petit côté un petit peu... alors c'est un petit peu l'ego qui parle, mais ce côté aussi un petit peu où tu es dans les coulisses des choses, qui est un peu plaisant, à mon sens. Mais de l'autre côté, je dirais non, parce qu'en fait, contrairement à avant, la presse, en tout cas, pour ce qui s'agit de la presse, on est amené à faire de plus en plus de choses, et parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme et l'information. J'entends par là que, là, par exemple, ici à Toire, on est en temps normal que 2 dans l'agence, ce qui fait que on doit faire notre métier de journaliste, on doit gérer aussi un réseau de correspondants locaux, ce qui nous amène à faire un petit peu de ressources humaines. On doit gérer les publications sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas ça qui nous demande le plus de temps, mais on a quand même une 3e casquette qui s'ajoute, celle de community manager. Et voilà, de plus en plus, tu as de casquettes quand même qui s'ajoutent petit à petit, ce qui fait que tu finis par avoir un big couvre-chef, quoi. Mais mais c'est ça aussi qui est plaisant, parce que tu es dans ce constant dépassement de fonction. Mais tu te dis que en fait c'est pour que ça tourne, donc c'est beaucoup de charge mentale, mais c'est des petits rouages qui font qu'à terme le journal tourne bien, quoi. Donc
faisons-le. Là, du coup, avec le recul que tu as maintenant, et en plus, à toi, tu n'es qu'en CDD, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu envisages après pour la suite? Mon plan de carrière. Ouais. Plan de carrière. Même si à 24 ans, on n'est pas obligé d'avoir un plan de carrière défini, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est parfois à contre-courant, mais j'ai toujours plus ou moins un plan de carrière. Enfin, non, mais on demande toujours aux jeunes de savoir très tôt ce qu'ils veulent faire. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire. Ouais. Et sans que ça ne bouge. Tu sais, parfois, tu as des idées comme ça un petit peu à la volée. Moi, j'ai eu la chance que pendant toute mon enfance, mon adolescence, ça bouge pas. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai toujours eu la chance d'avoir un plan défini en tête qui ensuite a évolué mais qui n'a pas véritablement bougé. Déjà, moi, mon premier but, c'était de devenir journaliste. J'ai tellement sacralisé le métier que c'était un rêve, tu vois, quasi inaccessible parce que faut rappeler quand même aux gens que c'est dur de rentrer en école de journalisme. On te demande d'être au point sur pas mal de choses. En guise de comparaison, par exemple, des gens détenteurs de la carte de presse, il y en a que 35 000 en France. Et des gens qui font une activité qui relève de la création de contenu journalistique, il y en a des milliers, des centaines de milliers, quoi. Bon, le plan de carrière est assez simple, en fait, c'est dans un premier temps, réussir à avoir un CDI. Pas le CDI pour se dire, allez, c'est bon, j'ai mon CDI, je bouge plus, etc. En fait, le CDI, moi j'ai besoin de bouger. On va me dire, c'est assez antinomique avec le CDI. Oui. Mais en fait, le CDI aujourd'hui te permet une liberté que le CDD ou que la freelance à notre âge ne nous permet pas forcément toujours. Par stabilité, j'entends un revenu financier quand même stable, ce qui permet ensuite de mettre de côté, de bouger, Puis de te projeter un peu, quoi. Et de te projeter, c'est surtout ça. Et moi, j'ai besoin de liberté pour ensuite pouvoir envisager la suite. Bien sûr. Moi, idéalement, ce que j'aimerais faire ensuite, c'est de me lancer en presse quotidienne nationale, sur plusieurs sujets, pourquoi pas, mais notamment la politique. La politique, je savoure la politique. J'adore la politique, c'est vraiment quelque chose qui est assez passionnant à couvrir, notamment par le fait que, pour le coup, c'est comme du théâtre, quoi. Puis en ce moment, il y a ce qu'il faut. En ce moment, il y a ce qu'il faut. Et aussi bien sur la forme que sur le fond, si tu veux. La forme, c'est génial. Tu as les coups d'éclat, tu as chacun avec ses petites punchlines, et c'est drôle à commenter. Et tu as le fond des choses. Ce qui va drastiquement changer. Ça, c'est très intéressant. Donc, idéalement, j'aimerais bien me diriger vers une carrière de journaliste politique en presse quotidienne nationale. Et, toujours à l'écrit? Pourquoi pas? De toute façon, je ne me vois pas faire autre chose en vrai que l'écrit. Ou si, potentiellement l'oral. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir fait ça, mais à un moment, tu fais un petit peu le bilan de tes compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Bon, ça, je suis moyen, ça, je suis moyen, ça, je suis pas bon, ça, je suis OK. Et en fait, je me suis rendu compte à faire ce bilan de compétences que vraiment là où j'avais le plus de compétences, c'était pour écrire et pour parler. Bon, partant de ça... pourquoi pas continuer, quoi. Mais toi, tu fermes aucune porte? Ah non, du tout. Le but à terme, je te disais, c'est carrière de journaliste politique, pourquoi pas en presse quotidienne nationale, mais c'est surtout d'être libre. Moi, demain, j'aimerais avoir un poste, et si ça doit passer par devenir journaliste indépendant, pourquoi pas, mais j'aimerais avoir un poste qui me donne une liberté, j'allais dire quasi totale. C'est certainement un peu trop idéal, ça n'existe certainement pas, ou alors il faut vraiment démontrer de certaines qualités. Mais je vois par exemple, je suis en relation avec quelqu'un qui bosse au Monde, son poste c'est de couvrir la ruralité en France. Son domaine d'action c'est la ruralité. Et ensuite, partant de ça, elle va plus ou moins couvrir ce qu'elle veut, en lien évidemment avec l'actualité. Mais par exemple, et ça j'ai trouvé trop bien que la presse quotidienne nationale ne fasse pas appel à un correspondant, mais à un vrai journaliste à temps complet dans son titre, pour aller couvrir la ruralité. Par exemple, j'ai croisé justement cette journaliste sur les manifestations des retraites. Et c'est trop bien parce qu'en fait, tu as cette petite touche de ruralité dans la presse quotidienne nationale qui est nécessaire. Et donc, pour revenir sur la question de base, moi plus tard, j'aimerais bien avoir un poste qui m'octroie un petit peu cette liberté, la liberté d'aller couvrir la ruralité, plus ou moins comme je veux,
en fonction de l'actualité toujours, d'aller couvrir la politique plus ou moins comme je veux, la politique locale, nationale, pourquoi pas aussi aller couvrir l'international. Je me rêve aussi d'aller, pourquoi pas, faire de l'information sur ce qui se passe à l'étranger. Je suis sûre que dans les gens qui nous regardent, il y a certainement des jeunes pour qui le métier de journaliste fait un peu rêver, encore à l'école ou en études. Qu'est-ce que tu leur dirais, quels conseils tu pourrais donner à des jeunes qui veulent faire du journalisme? Continue de rêver. Non, vraiment, continue de rêver parce que c'est un métier passionnant. Je suis pas forcément objectif, mais à mes yeux, c'est le plus beau métier du monde. Non, mais c'est quand même un métier qui te permet, le matin, de regarder ton agenda et de te dire « Ok, je fais quoi aujourd'hui ?» Non, punaise, bon, je vais aller rencontrer une association qui fait des trucs trop cool pour les personnes atteintes du cancer. Ok, super. L'après-midi, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir un élu local qui bataille pour aller pour faire rénover son église, qui date du XVIIe siècle. Ok, super. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Je vais couvrir l'avenue d'un ministre. C'est arrivé ici à toi. Ok, et ensuite, je vais aller rencontrer un artiste parce qu'il y a un festival dans 2 jours. C'est un métier, tu sais jamais quoi demain va ressembler. Donc, ce que j'ai à dire aux plus jeunes qui rêvent de devenir journaliste, c'est continuez de rêver, passionnez-vous de ce métier et lâchez pas, parce que c'est un métier qui demande beaucoup. Beaucoup de temps, qui demande beaucoup de nerfs, parce que la concurrence est rude, ils sont nombreux à rêver de ce métier. Et un dernier conseil, prenez pas les recettes d'hier, inventez la recette de demain, parce que la presse et les médias de manière générale traditionnels, si j'ose dire, souffrent un petit peu d'un manque de renouveau, de nouveaux visages, de nouvelles idées, je crois, à mon sens. Inspirez-vous de ce qui se fait aujourd'hui et essayez de créer celle de demain. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on en veut et qu'on est rigoureux. Et même des jeunes. Et aujourd'hui, on dit souvent que les jeunes sont déconnectés un peu de l'information. Et pour parler de ça, je t'ai ramené un petit graphique. Bon, c'est un truc un peu sorti du contexte dans une grosse enquête qui a été réalisée par Médiamétrie et le ministère de la Culture en 2018. Sur le type de médias que consomment les 15-34 ans. Et on voit que les jeunes, ils consomment à 71% quotidiennement les réseaux sociaux, très loin quand même derrière la presse quotidienne en ligne qui est à 29%. C'est quoi ta réaction face à ça? Est-ce que la presse traditionnelle, elle a manqué quelque chose? J'essaye de trouver les mots pour éviter de trop en mettre sur le dos de certains. Mais ouais, je pense qu'il y a clairement un train qui a été manqué la part de la presse écrite, voire même des médias traditionnels de manière générale. Il y a des titres qui ont pris ce tournant, qui est très bien. Je vois par exemple Le Monde qui, pour le coup, fait des vidéos hyper qualitatives, des formats TikTok, des formats en infographie qui rendent en fait l'info abordable et dans un format que les jeunes peuvent consommer, ce qu'ils le font ensuite. Qui est plébiscité aujourd'hui aussi. Voilà, tout à fait. En fait, il y a des titres comme Le Monde, Ouest France et d'autres médias qui ont réussi à prendre ce tournant. Là où d'autres marchent encore sur des œuvres. Je vais te dire, on se posait encore la question de ce qu'il fallait faire pour toucher les jeunes. Moi, dans l'ancien titre où je travaillais, format vidéo de temps en temps, pourquoi pas, mais en fait, on n'avait pas les codes parce qu'on ne savait pas comment parler aux jeunes. Je pense qu'il y a eu clairement un train qui a été manqué par... Certains médias, on ne peut pas tous les mettre dans la même case. Voilà, tout à fait. Certains médias, et une petite partie de la PQR notamment, parce que en fait, on a remis à plus tard, certainement. Ou alors, on s'est dit, les jeunes, on va dire, c'est substantiel dans notre lectorat. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, parce qu'il y a aussi ça qui a changé, c'est qu'il y a eu une époque où les jeunes s'informaient moins. Et donc, on se disait, les jeunes dans notre lectorat, c'est substantiel, de toute façon, c'est une tendance générale, ils s'informent moins. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes se remettent à s'informer aussi, parce que le monde de demain leur fait peur, le monde d'aujourd'hui les rend anxieux. Ils veulent s'approprier le monde dans lequel ils vivent et donc le comprendre. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, qui leur parle? Les réseaux sociaux. Et certains médias qui ont réussi, soit par leur format, soit par le ton aussi qu'ils adoptent, à se rendre intelligibles auprès des 15-34. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Je sais que parfois, mais même moi, ça m'est arrivé parfois d'écrire
au tout début notamment, me dire, bon, il faut que je m'adapte à l'écriture du titre où je travaille, etc. Mais écrire comme un boomer, quoi. Je me suis dit, mais j'ai 50 ans, quoi. Et c'est pas par ce ton qui t'est un petit peu dicté par le journal, etc., qui te rend aussi intelligible auprès des jeunes. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Il faut qu'on réussisse collectivement. Quand je dis nous, c'est nous journalistes, c'est les titres. Il faut que les titres et les médias qui sont à la croisée des chemins ou qui se posent encore la question de si le tournant vaut le coup, il faut que tous collectivement on arrive à prendre ce virage parce que la jeunesse d'aujourd'hui c'est les citoyens de demain. Il faut qu'ils soient informés sur ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue local, d'un point de vue national ou international, et que par ailleurs le fait de notre inaction, c'est aussi ça qui favorise l'information par de mauvais billets, tu vois. Parce que sur les réseaux sociaux, encore une fois, tu as tout. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on est rigoureux. Je sais par exemple, je suis beaucoup sur Twitter, enfin ex-Twitter, et il y a du tout ou non sur ce réseau social. Et encore une fois, je salue pour le coup des pages, des profils qui font un vrai travail d'information, de ce qu'on appelle de bâtonnage, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'information dans divers titres, en font un résumé et ensuite la postent. Et ça c'est bien parce qu'ils font un travail de sourçage, de recoupement de l'information qui est très bien. Et t'en as d'autres qui vont lire des titres. Par exemple, ils vont voir un titre du Parisien, ils vont reprendre le titre brut sans savoir de qui de quoi, sans lire l'article, et ils vont te balancer l'information comme ça. Alors que il y a des titres qui sont parfois accrocheurs, qui sont aguicheurs, mais dans lesquels il peut parfois manquer des informations, chez nous aussi. Et en fait, ils font un travail qui n'est pas rigoureux. Ces profils-là, je pense à Alerte Info ou quoi que ce soit sur Twitter, où pour le coup, c'est pas très rigoureux, quoi. Mais par contre, il est énormément suivi. Et je pense que ça amène à la responsabilité. Il n'y a pas la même rigueur. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas la même rigueur qui est mise d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, par exemple, demain, il va reprendre un article de Libération. C'est un travail qui a duré un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, parfois un mois. Et il va te reprendre comme ça, t'en faire un résumé qui est parfois inexact ou parce qu'il n'est pas soumis à la même rigueur. Mais il se prétend média, au même titre que Libé. Ça, c'est dommage. Tout ça pour dire quoi? C'est que nous, collectivement, médias traditionnels, prenons le pli, prenons le virage pour parler aux citoyens de demain, et à ceux d'aujourd'hui, les plus jeunes. Parce que à ne pas réussir à leur parler, on favorise justement ces médias, enfin, en tout cas ces informateurs qui savent parler au plus jeune public, mais qui parfois n'a pas la rigueur d'un vrai journaliste. Je prêche ma paroisse, mais le journalisme c'est un métier, quoi. C'est pas un copier-coller ou un bâtonnage de plusieurs articles. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes codes d'écrire un article que d'écrire un tweet. Ah non, tout à fait, mais il faut savoir le faire. Et pour savoir le faire, il faut être formé, il faut aussi parler à ce jeune public. Et aujourd'hui, moi, je me surprends de ne pas un peu plus les voir dans nos pages. Quand je dis nos pages, encore une fois, je parle de la PQR en général. Je trouve que cette jeunesse est difficilement mise en valeur. Alors qu'ils ont des choses à dire aussi. Ils ont pas mal de choses à dire, ils ont aussi leurs tracas, ils ont aussi leurs enjeux. Je sais pas, j'ai un peu l'impression parfois que... Non mais c'est vrai, j'ai un peu parfois l'impression que la jeunesse passe en dessous des radars, ou alors est moins mise en valeur que certaines autres choses. Je trouve ça dommage. Du coup, justement, en parlant de cette jeunesse qui est absente si on peut dire ça comme ça, des pages de la PQR, comment faire du coup pour revenir vers elle alors qu'elle a déserté entre guillemets la lecture du journal classique? Est-ce que tu penses que si on parlait plus d'elle, elle lirait plus le journal? Non, je pense que c'est un processus un peu plus profond. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les jeunes lisent pas le Courrier de l'Ouest, par exemple? C'est parce que le Courrier de l'Ouest ne parle pas aux jeunes. Parce que c'est pas les sujets qui intéressent la jeunesse, c'est pas le ton qui intéresse la jeunesse,
c'est pas les infos qui intéressent la jeunesse, mais je pense que de leur parler, ou en tout cas de parler d'eux, nous permet aussi à nous de reprendre ancrage avec ce public, avec ces jeunes lycéens, étudiants, jeunes actifs, de savoir ce qui les préoccupe, de quoi ils parlent, comment ils parlent. Je pense que reprendre ancrage avec eux, c'est aussi reprendre les codes aussi d'une certaine manière. Mais le fait est, et ça c'est une réalité, c'est que on est un peu, si j'ose dire, le cul entre deux chaises. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, la presse, de manière générale, pas tous, encore une fois, mais de manière générale, a des nécessités de résultats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a un lectorat qui est âgé de 50 à 90 ans. Est-ce qu'on continue de leur parler et à s'assurer de leur lecture ? Ou est-ce qu'à un moment, on prend le virage, tranquillement mais sûrement, à essayer d'élargir notre lectorat, quitte à perdre ceux qui sont déjà dans le train. Il y en a qui sont plus sur une stratégie d'attaque, c'est-à-dire élargir, quitte à en perdre quelques-uns, et d'autres qui sont plus sur une stratégie de défense, c'est-à-dire on va conserver nos lecteurs, on va parler pour nos lecteurs avec les sujets qui intéressent nos lecteurs, et pas plus, grosso modo. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on perd des lecteurs, parce que le cycle de la vie fait que... et qu'on n'arrive pas à se renouveler. Est-ce que dans cette stratégie de défense, il n'y a pas, à terme, une disparition du titre ? Puisque si tu ne te renouvelles pas, ton lectorat, c'est naturel, il va finir par disparaître. Je pense que de toute façon, à un moment donné, quand tu n'auras plus qu'un lectorat substantiel, tu vas être amené à changer ton fusil d'épaule, à admettre d'une part que tu as fait une erreur dans ta stratégie, et ensuite, d'autre part, à lancer un autre processus. Après, moi je vois ça sur le terrain, et puis je prêche aussi un peu ma paroisse. Ça fait très égocentrique comme ça, mais je suis un cas un peu particulier, parce que moi on m'a habitué à lire le journal. Donc, j'aime bien lire le journal, mais pas tous les jeunes. C'est une anomalie un peu à mon âge, d'aimer lire le journal et de lire le journal parce que j'aime le faire. Et que c'est pas une obligation que je me fixe parce que lire le journal, machin. C'est un peu une anomalie. Mais d'autre part, je comprends aussi que les jeunes veuillent pas l'ouvrir. Mais à un moment donné, oui, encore une fois, c'est très facile, moi, où je me place, de dire il y a une erreur dans les stratégies, etc. Je pense quand même qu'il y a un moment donné, de toute façon, par la force des choses, le virage doit être pris. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je pense que par la force des choses, à un moment donné, il va falloir changer de recette. Est-ce à dire que le papier va disparaître ? Je ne pense pas. On a encore vu quand même que le papier savait séduire. On a vu les unes événements de certains titres. L'équipe a fait des super belles unes pendant les JO. Libé fait un travail magnifique d'un point de vue une, et leur une événement arrive à trouver un public, font des très belles ventes. On sait que nos une événements, que ce soit pour les 80 ans du Courrier de l'Ouest ou même les titres événements pendant les JO, on fait plus d'acheteurs qu'en temps normal. Le papier plaît encore, mais c'est la rareté de la chose qui fait que je pense qu'à l'avenir, le papier, il va y avoir beaucoup moins de tirages, mais il va rester quand même un objet, j'allais dire un peu d'exception, un peu comme un vinyle, tu vois, qui va revenir à la main, que tu achètes pour les grands événements, je dis n'importe quoi. L'ouverture des JO d'hiver en France en 2030, tu vas avoir une belle une événement de l'équipe ou de je ne sais quel titre. Les gens vont l'acheter parce que précisément c'est une événement. Mais en tout cas, merci pour ce petit échange, parce que après je suis sûr qu'on aura si on a cette discussion dans 2 ans, les choses auront encore changé. Non mais parce que ça évolue. C'est ça. Ça évolue bien vite. On est vieux là en disant ça. Ça évolue vite. Non mais c'est un truc tout bête. Mais moi ça fait bientôt 3 ans que je suis de plein pied dans le métier sans interruption. Tu vois les choses évoluer quand même. Ça va pas aussi vite que certains autres domaines, mais tu vois les choses évoluer quand même. Et fort heureusement. Ouais, tu vois certaines... Ouais, ça dépend pourquoi quand même. En fait, pour te donner un exemple, j'ai vachement vu évoluer la mise en place d'obstacles pour éviter aux journalistes de tomber sur l'info. Je trouve qu'on fait passer les journalistes par de plus en plus de relais qui te mènent parfois dans des cul-de-sac. Il y a une peur du journaliste ? Ouais, je crois. Alors, il y a 3 manières de prendre les journalistes. Ceux qui se méfient de toi, ceux qui s'en foutent,
parce qu'ils en ont rien à carrer, ou alors ils ont rien à cacher. Et troisième, ceux qui se disent, ouais, journaliste, secret des dieux, tu sais, limite maçonnique, quoi. Mystique, l'œil de Dieu, quoi, il sait tout. Et je trouve qu'il y a notamment une méfiance et tellement une volonté de lisser l'image, et parfois ça va jusqu'à des particuliers, qu'on est de plus en plus d'intermédiaires entre l'information et le journaliste. Moi, je trouve ça fou, à titre personnel, que des entreprises, des artistes, parfois, des institutions, tu me diras, c'est normal, ont recours à tant de communication. Aujourd'hui, pour tout, on te fait passer par un service de com, quoi. Un jour, sur un sujet sur les forces de l'ordre, je me suis adressé à un service de communication de la préfecture des Deux-Sèvres, qui m'a renvoyé vers un autre service de communication pour que l'autre service de communication me dise « Non, on ne communique pas. Faites votre métier, non ?» Et je trouve ça fou. Mais aujourd'hui, même des artistes passent par des chargés de com, quoi. Alors des attachés presse qui essayent de prendre ancrage avec certains médias pour faire de la promotion, j'entends. Mais des chargés de com, waouh. T'as une certaine distance, quoi. Bah on te met, alors des distances, oui, parce que on se rend compte que même si les médias traditionnels sont en perte de vitesse, ils ont quand même toujours le sort de certains sujets entre les mains, tu vois. Ça aussi, il faut bien s'en rendre compte, c'est que le journaliste a quand même une parole publique, même ici à Thouars, journaliste pour le Courrier de l'Ouest de Thouars, on a quand même une parole publique. On atteint quand même un certain public. On a soit un pouvoir de nuisance, d'une part, soit un pouvoir de mise en valeur, en fonction de ce qu'on va dire. De ce qu'on va dire qui est toujours factuel. Notre but, c'est d'informer, c'est pas de faire chier qui que ce soit ou de mettre sur un piédestal qui que ce soit. Donc, ces 10 artistes, ces 10 entreprises, ces 10 politiques veulent passer absolument par un service de communication qui va donner ce qu'ils ont envie de donner. Et c'est pour ça qu'en fait, le métier devient aussi parfois un peu de plus en plus compliqué parce que en fait, tu es un petit peu tributaire de ce qu'ils te donnent. Et quand ils ne te donnent pas ce que tu recherches, il faut que tu fouilles. Mais seulement, on met de plus en plus de portes entre l'information et le journaliste. Donc, il faut savoir aller au-delà des services de communication. Petite question que je pose à tous mes invités, et tu n'échapperas pas à la règle. Revenu fiscal déclaré. Non, même pas. Est-ce que tu as une anecdote? J'ai une belle anecdote. Je crois que c'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu en tant que journaliste. Enfin, l'un des plus beaux. L'un des plus beaux, j'allais dire, humainement. Ouais. J'étais en Creuse, c'était il y a 1 an et demi facile. Ah non, il y avait plus. Enfin, bref, il y avait environ 2 ans. Quand je suis arrivé dans la rédaction, tu as vraiment 15 jours plus tard, tu as le conflit russo-ukrainien qui éclate. Et c'est un conflit qui m'a sidéré, qui m'a effrayé, mais qui, d'un point de vue information, on avait aussi notre carte à jouer, nous, journalistes locaux. Parce qu'en fait, quand les Ukrainiens ont commencé à arriver en France, il y en a beaucoup qui sont arrivés en Creuse. Je me suis dit, je vais mettre ma petite pierre à l'édifice à cette information, en allant parler à ceux qui arrivent en France. Alors tantôt en français parce que certains maîtrisaient plus ou moins le français, tantôt en anglais. Enfin bref, j'ai essayé de couvrir vraiment cette actualité du mieux que je pouvais. Il faut savoir aussi qu'à l'époque j'étais un jeune journaliste qui était qui était encore à l'école, donc j'essayais de le faire le plus justement possible en étant toujours exigeant avec moi-même. Et en fait, à un moment donné, j'ai lancé une série, alors 6-8 mois après l'arrivée des premiers Ukrainiens qui sont arrivés donc en Creuse, c'est comment ont-ils appris le français. Je me suis fait ami avec une Ukrainienne qui était arrivée en Creuse, qui elle avait appris le français et qui connaissait d'autres Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont eux également appris le français. Voilà, je voulais faire une petite série comme ça, ce qui permettait en fait l'apprentissage du français était aussi une porte d'ouverture, une ouverture, faire les portraits de ces personnes déplacées. Et un jour, donc, dans le cadre de cette série, je vais rencontrer une jeune femme ukrainienne qui a 22, 23, 24 ans, qui a la vingtaine, quoi. On discute, elle parle un français quasi parfait, mais vraiment très fort, quoi. Il faut savoir en fait que elle était dans une famille d'accueil en Creuse. Cette famille d'accueil, la connaissait d'avant parce qu'elle était déjà venue en France par le biais d'une association. Et en fait, quand le conflit a explosé, cette famille d'accueil qui ne l'avait vue qu'une fois pendant 15 jours
pendant des vacances d'été, 5-6 ans plus tôt, quand elle était mineure, lui a dit viens en France, viens te réfugier en France. Viens chez nous, viens te réfugier en France, va pas risquer ta vie, viens te réfugier chez nous. Elle est venue et là, en fait, elle t'explique tout le déroulé. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un moment, j'ai dit un beau moment, c'était pas le bon mot, c'était un moment humainement fort, parce qu'on a vraiment discuté pendant 2h30, quoi. Et là, elle t'explique tout le déroulé. Le fait qu'elle ait dû attendre une semaine entière pour pouvoir partir de chez elle, que pendant une semaine, elle a vécu dans sa salle de bain, parce que le gouvernement ukrainien recommandait qu'il y ait toujours 2 murs entre vous et l'extérieur, au cas où il y a des éclats d'obus, voilà. Et là, il t'explique tout le déroulé de son voyage, qu'il a dû prendre un bus jusqu'à la Pologne, de la Pologne. Enfin, et là, c'est un moment humainement fort parce que c'est quelqu'un qui est déplacé, qui a laissé des proches là-bas, qui a pris ses jambes à son cou et qui te raconte ça, mais avec une force dans le regard qui te dit waouh. Elle te raconte ça. T'as de l'autre côté sa famille d'accueil qui te dit nous, on est allé la chercher à la gare. Elle avait perdu, elle était fine comme ça, et en fait elle est juste arrivée avec un sac en plastique, tu sais les sacs en plastique qu'on te donne dans les magasins, et dedans des pelotes de laine et un crochet, parce qu'elle faisait du crochet. Elle avait que ça. Elle a voyagé de Boutcha où elle vivait, enfin de Kiev où elle vivait, jusqu'en Creuse avec un sac en plastoc, son crochet et des pelotes de laine. Et là on te raconte ça. Pendant 1 heure on te raconte ça. Et là mais c'est fort en émotion, c'est des moments humains forts, parce que de l'autre côté en fait tu comprends l'info. C'est-à-dire que on te donne ce récit, tu te prends une claque, et que par ailleurs, en fait, tu touches à l'humain, ce qu'il y a de plus précieux, j'entends. Parce que on a tous été abondés d'infos pendant cette période d'actualité. Il y a tant d'Ukrainiens qui sont arrivés en France, il s'est passé ci, il s'est passé ça en Ukraine, machin. Et voilà, et là tu as un vrai témoignage, un vrai humain qui te raconte sa réalité, parce que ça s'est pas pour tout le monde passé avec autant d'encombre, ça s'est pas passé avec autant de réussite même, parfois. Mais tu touches à un récit, un vrai humain qui vient un petit peu humaniser. Il y a tant d'Ukrainiens qui sont arrivés en France, il y a tant d'Ukrainiens qui ont été déplacés dans les pays d'Europe, etc. Là, ça vient humaniser le truc. Là, tu touches à un vrai récit, une personne qui te raconte quelque chose. Et ça a été, je crois, l'un des moments les plus forts en émotion. Très honnêtement, j'ai senti l'émotion monter quand elle te faisait ce récit-là, parce que c'était tellement fort. Elle te racontait ça avec une telle vigueur dans le regard. Et c'est pour des moments comme ça aussi que tu te dis, waouh, c'est fort là ce que je viens de vivre. Merci beaucoup Léo pour cette discussion. Merci. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à ajouter pour clore cette interview ? Informez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et ne rater aucune des prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview et faites-moi vos recommandations pour la suite. À très vite.